Et donc on va accueillir pour la dernière présentation de cette session pathologie, épidémiologie et gestion sanitaire Elena Kokabi du laboratoire Labeo qui va nous présenter des travaux sur les huiles essentielles pour la médecine vétérinaire équine. Bonjour à tous. Donc, les travaux que je vais vous présenter ont été financés par l'IFCE et les fonds EPRON. Ils ont fait l'objet d'une collaboration avec le REPAS, donc le réseau de phytoaromathérapie vétérinaire. Et donc, c'est un projet qui a été labellisé par le pôle de compétitivité Hippolia. Donc, pour contextualiser l'étude, les huiles essentielles ont fait l'objet de quelques publications scientifiques en santé animale, notamment chez le bovin, chez le chien et chez le porc. Par exemple, les huiles essentielles de coriandre et de clou de girofle se sont montrées efficaces vis-à-vis de Pastorella multocida issus d'infections respiratoires du bovin. Chez le cheval, quelques résultats sont disponibles vis-à-vis d'infections des voies génitales, mais en ce qui concerne les infections respiratoires équines, peu de données sont disponibles, alors même que les vétérinaires les utilisent sur le terrain. Donc cette étude vise vraiment à rassembler des données auxquelles les vétérinaires pourraient se référer. Nos travaux se sont organisés autour de deux objectifs. Le premier était de comparer la composition chimique des huiles essentielles provenant de différents fournisseurs pour vérifier l'hétérogénéité des lots. Et le second était de caractériser in vitro les effets antimicrobiens des huiles essentielles. Donc, pour qualifier chimiquement nos huiles essentielles, nous avons pu mettre au point une méthodologie. Grâce à l'expertise du docteur Lusso Kervern, qui coordonne le REPAS, nous avons pu choisir 7 huiles essentielles qui avaient un intérêt en infectiologie vétérinaire, à savoir les huiles essentielles d'arbre à thé, ravinsara, clou de girofle, citronnelle, origan, thym et cannelle. Et donc, ce sont les huiles essentielles qui provenaient de 3 fournisseurs, nommés A, B et C, dans ce que je vais vous présenter, qui ont été sélectionnés. Donc, pour qualifier chimiquement nos huiles essentielles, nous sommes référés à la norme AFNOR 11024 qui recommande d'utiliser la chromatographie en phase gazeuse. Après avoir constitué une bibliothèque de principes actifs de nos huiles sélectionnées, nous avons pu analyser les principes actifs en déterminant les temps de rétention, donc ce qui correspond en fait, ce qui permet de savoir au bout de combien de temps un pic caractéristique est obtenu sur un profil, est observé sur un profil. Nous avons pu faire correspondre ces temps de rétention avec l'analyse de nos huiles essentielles pour identifier les pics caractéristiques et donc déterminer les proportions de molécules. Suite à ça, nous avons pu mettre en relation les proportions avec des concentrations pour pouvoir quantifier les composés majoritaires de nos huiles essentielles. Donc, ici, je vais vous présenter les résultats pour l'huile essentielle de cannelle, mais les mêmes conclusions s'appliquent aussi pour les autres huiles essentielles de l'étude. Donc à gauche, vous avez un graphique. La colonne de gauche, avec le petit A en dessous, représente les données fournies par le fabricant des huiles essentielles. Et à droite, donc le L, ce sont les données obtenues après analyse à Labeo. Donc ici, le graphique représente les proportions cumulées des molécules présentes dans l'huile essentielle de cannelle. Et donc, si on compare ici deux lots pour le fournisseur A, on peut voir qu'on n'a pas de différence majeure entre deux lots. Pour le fournisseur C, nous avions une huile essentielle de cannelle issue de l'agriculture biologique, une autre qui n'était pas issue de la filière biologique, et une huile essentielle de cannelle de Chine, donc qui ne provient pas de la même espèce botanique. On peut voir qu'on n'a pas de différence majeure entre les huiles essentielles issues de la filière biologique ou non. Par contre, on a des variations de proportion du principe actif selon l'origine botanique, comme on peut le voir ici, donc le cinnamaldéhyde en orange, et la proportion avoisine 85% dans l'huile essentielle de cannelle de Chine, alors qu'elle avoisine 70% dans l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Enfin, si on compare pour une même espèce botanique nos 3 fournisseurs, on remarque que globalement, on n'a pas de différence entre les fournisseurs, et pas non plus de différence entre les données fournies par les fabricants et les données obtenues suite aux analyses à Labeo.
Enfin, on a pu quantifier les molécules majoritaires de l'huile essentielle de cannelle. Donc, sans surprise, c'est bien le cinnamaldéhyde qui est majoritaire. Et d'ailleurs, dans l'huile essentielle de cannelle de Chine, il est en quantité plus importante. Donc pour conclure sur cette partie, on peut noter qu'on n'a pas de différence entre deux lots d'huile essentielle, ce qui serait à confirmer sur plus de lots, mais ce qui est très compliqué à obtenir puisque les fabricants d'huile essentielle en fait, attendent de terminer un lot avant d'en commercialiser un autre. On observe qu'on n'a pas de différence entre les huiles essentielles issues de la filière biologique ou non. Par contre, on suppose qu'on pourrait voir des variations dans les concentrations en pesticides, ce qui pourrait poser question lors d'une utilisation in vivo. Peut-être que l'une des deux filières serait à privilégier. On n'a pas de différence entre les 3 fournisseurs testés, alors qu'on voit une différence entre les huiles essentielles issues d'espèces botaniques distinctes. Et enfin, donc, notre méthode de qualification a été optimisée et donc est validée. Donc, pour répondre au deuxième objectif de l'étude, on a pu caractériser in vitro l'effet antiviral des huiles essentielles. Donc, pour ce faire, on a utilisé une méthodologie développée dans notre laboratoire puisque nous hébergeons une partie de la plateforme ImpédanceCell. Cette plateforme possède en fait une machine qui s'appelle l'Xtelligence et qui utilise la technologie d'impédancemétrie. En fait, les cellules dermiques équines qui nous servent de modèle cellulaire adhèrent au fond d'une plaque qui contient des électrodes. Et en présence de virus, on peut voir le signal chuter, en fait, comme ici en rose. En présence d'huile essentielle, ce que l'on souhaiterait avoir, c'est en fait un signal en plateau, donc comme si les cellules n'étaient pas infectées, en fait. Voilà. Donc, avant de pouvoir rechercher l'effet antiviral face aux herpès virus 1 et 4, il nous faut procéder à un test de cytotoxicité des huiles essentielles vis-à-vis de notre modèle cellulaire. Et justement, pour ce faire, donc encore une fois, c'est les huiles essentielles de cannelle que je vais vous présenter, mais les mêmes conclusions s'appliquent aussi aux autres huiles essentielles. Vous allez voir que les huiles essentielles, et en particulier ici, les huiles essentielles de cannelle de Ceylan, sont très cytotoxiques. En tout cas, elles l'ont été sur notre modèle cellulaire. Si on teste une gamme de dilution de nos huiles sur les cellules, on se rend compte à 0,01% que le signal chute, donc comme si en fait, les cellules étaient infectées. Voilà, on a le même cas de figure et le même aspect cellulaire. À 0,01% cette fois-ci, on peut voir que les cellules sont similaires au contrôle et que le signal forme un plateau. Donc a priori, cette concentration est notre première concentration non cytotoxique à laquelle nous pouvons tester l'effet antiviral. Ce que l'on aurait voulu observer, c'est donc un signal en plateau. Or, ici, le signal chute. Voilà, on peut voir par exemple ici avec le témoin du ganciclovir qui est une molécule antivirale, le signal forme vraiment bien un plateau. Donc ici le signal chute. Finalement, on ne peut pas vraiment conclure sur l'effet antiviral de nos huiles essentielles, puisqu'en fait le test de cytotoxicité ne nous a pas permis de tester des concentrations assez élevées. Donc, bien que la méthodologie soit optimisée dans notre laboratoire pour tester l'effet des molécules antivirales, pour ce qui est des huiles essentielles, il nécessite encore des optimisations. Alors même que dans la littérature, on retrouve des données relatives à l'action des huiles essentielles sur des virus, comme le bouton de fièvre ou la Covid. Donc, pour optimiser le protocole, on pourrait imaginer d'utiliser les huiles essentielles en pré-traitement, de mimer la nébulisation ou d'utiliser un autre type cellulaire. Et enfin, on pourrait aussi tester les principes actifs plutôt que les huiles essentielles si dans leur globalité, elles sont trop cytotoxiques. En deuxième partie de cette action de caractérisation in vitro de l'effet antimicrobien, on a pu définir l'effet antibactérien de nos huiles essentielles. Donc on a utilisé comme modèle 4 souches retrouvées régulièrement chez le cheval.
Donc Streptococcus equi, sous-espèce equi, qui est l'agent de la gourme, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, en sachant que pour ces deux dernières bactéries, nous avions des souches de phénotype sauvage et résistants aux antibiotiques. Nous avons pu donc standardiser une concentration en bouillon, puis les déposer dans des microplaques, après avoir déposé des huiles essentielles en cascade pour pouvoir tester plusieurs concentrations. Et enfin, nous avons pu lire par colorimétrie les résultats. Donc, pour orienter la lecture des prochains graphes, j'ai juste voulu vous expliquer un peu comment lire, justement. Comme Elodie l'exposait tout à l'heure, on va parler ici de concentration minimale inhibitrice, donc qui sont inversement proportionnelles à l'efficacité d'une huile essentielle. Donc, plus une concentration minimale inhibitrice, qu'on appelle aussi CMI, est élevée, moins l'huile essentielle va être efficace, et inversement. Et donc, chaque huile essentielle va être présentée en colonne. Une couleur est attribuée à chaque fournisseur et les barres striées représentent les huiles essentielles biologiques. Donc, les résultats pour les 4 souches d'études vont vous être présentés, sans faire de différence entre les souches de phénotype sauvage et résistant, puisque les résultats étaient similaires. Pour Staphylococcus aureus, on peut voir que les huiles essentielles d'Arbraté et de Ravinsara sont les moins efficaces. Les autres présentent plutôt des résultats équivalents. Streptococcus zooepidemicus, on observe la même chose. Les huiles essentielles d'Arbraté et de Ravinsara sont les moins efficaces. Cette fois-ci, l'huile essentielle de cannelle se démarque. Elle semble être la plus efficace. La même conclusion peut être apportée pour l'agent de la gourme. L'huile essentielle de cannelle semble être la plus efficace. Et enfin, sur la seule bactérie à gramme négatif que nous avions dans l'étude, donc Pseudomonas aeruginosa, qui est connue pour être très résistante aux antibiotiques, on peut voir globalement que les concentrations minimales inhibitrices sont plus élevées, mais que l'huile essentielle de cannelle se démarque. Donc, pour conclure sur cette partie, les huiles essentielles d'Arbraté et de Ravinsara semblent être les moins efficaces, alors que l'huile essentielle de cannelle semble être la plus efficace. Les bactéries à gramme positif semblent être plus sensibles aux huiles essentielles. Les huiles essentielles présentent sensiblement les mêmes effets sur souches de phénotype sauvage et de phénotype résistant aux antibiotiques. On pourrait, dans la suite de cette étude, comparer les concentrations minimales inhibitrices obtenues avec les huiles essentielles à celles obtenues avec des antibiotiques. Et enfin, on aimerait optimiser notre protocole pour étudier les biofilms bactériens et l'effet des huiles essentielles sur ces biofilms bactériens. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que ça a été, en fait, ces travaux ont fait l'objet de la première caractérisation chimique des huiles essentielles utilisées en médecine équine en parallèle de leur caractérisation microbiologique in vitro. Donc, ces travaux sont en cours de publication. Les huiles essentielles présentent un complément thérapeutique face à l'émergence des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Si on met en relation nos deux objectifs d'étude, on s'est rendu compte que parfois l'effet antimicrobien pouvait être porté exclusivement par le principe actif et que parfois c'était plutôt un ensemble de molécules dans l'huile essentielle qui portait l'effet. Donc on parle ici de synergie ou d'antagonisme. Et donc cette étude pose les bases d'une utilisation in vitro des huiles essentielles chez le cheval, avec donc à la suite de ce projet un autre projet qui est en cours d'initialisation et donc qui vise à utiliser des mélanges d'huiles commercialisés et utilisés donc par les vétérinaires sur le terrain pour déterminer l'innocuité et l'efficacité des huiles essentielles en inhalation pour le traitement des affections respiratoires équines. Merci.